Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est le lien entre la lumière et les atomes. Et après, nous verrons comment on peut passer de la lumière à l'électricité. Alors tu le sais peut-être déjà, la lumière blanche, en fait, elle contient une infinité de couleurs. Et ça, tu peux le voir lorsque tu regardes un arc-en-ciel. Tu vois progressivement des couleurs qui vont du violet jusqu'au rouge. En physique, on associe un nombre à chacune de ces couleurs. Ou plus exactement une longueur. C'est ce qu'on va appeler la longueur d'onde. Et les longueurs d'onde qui sont visibles à nos yeux, c'est-à-dire qui vont nous donner une sensation visuelle, eh bien elles appartiennent à un intervalle qui s'appelle domaine du visible. Alors si on regarde sur ce schéma, tu peux voir en bas de l'écran que le violet, ça se situe vers 385-400 nanomètres. Parce qu'il faut savoir que cet axe, il est gradué en nanomètres, l'axe des longueurs d'onde. Et puis, tu vois qu'à l'autre bout de cet intervalle, il y a du rouge vers 700 nanomètres. Alors nous, ce que l'on va retenir, c'est que le domaine du visible, c'est-à-dire l'ensemble des longueurs d'onde de la lumière qui vont nous donner une sensation visuelle, le domaine du visible donc, c'est les longueurs d'onde qui s'étendent entre 400 et 800 nanomètres. Alors ça, ce sont des valeurs un petit peu arrondies, 400 ou 800 nanomètres, mais ça permet de les mémoriser. Donc, lorsque je fais l'expérience de produire le spectre de la lumière blanche, eh bien, cette expérience, elle était schématisée dans le coin à gauche de l'écran. Tu vois qu'il y a un certain nombre d'éléments, notamment il faut évidemment une source de lumière blanche. C'est en passant au travers de cette succession d'objets que l'on va pouvoir visualiser sur un écran, effectivement, le contenu de cette lumière blanche, c'est-à-dire analyser de quoi est faite cette lumière blanche. Et ce qui est observé, ça s'appelle un spectre d'émission. Ça, c'est à savoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va utiliser non plus une source de lumière blanche, mais un gaz qui contient des atomes, par exemple un gaz qui contient des atomes de mercure. Et ces atomes de mercure, on va venir les exciter en les soumettant à des décharges électriques. Donc avec un générateur électrique, on donne de l'énergie électrique, on donne des décharges électriques à des atomes de mercure. Et là, on voit que ce gaz se met à produire de la lumière. Et on analyse, par le même système que précédemment, on va analyser cette lumière et on va donc observer le spectre d'émission de la vapeur de mercure, des atomes de mercure. Alors quand on fait ça, eh bien on constate que c'est assez différent de ce que l'on voit par rapport à la lumière blanche, parce qu'au lieu d'avoir une continuité, une infinité de lumière colorée, eh bien on n'a que certaines raies de lumière qui sont présentes dans le spectre. Ça veut dire que le mercure, les atomes de mercure sont capables d'émettre de la lumière, mais uniquement certaines lumières colorées. On va dire qu'il y a des raies d'émission. Et on peut mesurer, si on le souhaite, la longueur d'onde de ces raies d'émission en lisant par exemple sur l'axe en longueur d'onde, ce qui correspond aux différentes raies d'émission que tu vois ici. Il y a du violet, une raie bleue, une raie verte et deux raies jaunes par exemple pour le mercure. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque sorte d'atome va avoir son propre spectre d'émission. Par exemple, si je réitère cette expérience, mais je change les atomes de mercure en atomes d'hydrogène, je vais voir un nouveau spectre d'émission avec des raies d'émission qui sont différentes, qui sont à différents endroits du spectre de la lumière. Donc finalement, les spectres d'émission des atomes, c'est un peu comme notre empreinte digitale. Ça permet de nous identifier. Eh bien, on peut identifier un atome en regardant la lumière qu'il est capable d'émettre lorsqu'on le soumet à des décharges électriques. Donc un spectre d'émission, c'est propre à chaque atome et ça permet donc de l'identifier. Alors les spectres des atomes, c'est quelque chose qui est connu depuis le 19e siècle. Ça fait longtemps qu'on sait obtenir ce genre de visualisation de la lumière. En revanche, ça fait pas si longtemps que ça fait à peine une centaine d'années qu'on a l'explication sur le pourquoi et le comment les atomes font pour produire cette lumière. Alors on va regarder dans le détail comment un atome est capable finalement d'être une usine à lumière.
Alors la première chose que tu dois savoir, c'est que l'atome, eh bien, il peut avoir différentes valeurs d'énergie. Là, je t'ai représenté sur un axe donc gradué en énergie les niveaux d'énergie que peut atteindre un atome. Alors j'ai énormément simplifié parce que dans la réalité, un atome ne possède pas que 2 niveaux d'énergie, il y en a bien plus, il y en a d'ailleurs presque une infinité. Mais pour comprendre la production de lumière, il suffit de considérer 2 niveaux d'énergie. Donc ces niveaux d'énergie, tu vois que sur mon axe gradué en énergie, là, il y en a un de plus faible valeur, c'est celui que j'ai appelé de niveau 1. Et il y en a un de valeur un peu plus grande, donc un peu plus riche en énergie, c'est celui de niveau 2. On va imaginer qu'initialement, l'atome est dans un état d'énergie excitée. Ça veut dire que l'atome possède pas mal d'énergie. Et pas mal, c'est combien? Eh bien, c'est la valeur qui correspond au niveau 2. Et là, un atome qui est excité, tôt ou tard, il va spontanément, c'est-à-dire sans qu'on agisse dessus, il va spontanément se désexciter. C'est-à-dire passer d'un niveau d'énergie que j'ai appelé niveau 2 vers un niveau d'énergie de valeur plus petite que j'ai appelé niveau 1. Eh bien, lorsqu'il va faire ce passage, on appelle ça une transition, lorsqu'il va faire cette transition du niveau 2 au niveau 1, eh bien ça va s'accompagner de la production et de l'émission d'un photon. Et un photon, c'est le nom qu'on donne à la particule de lumière. Donc finalement, c'est lors de la désexcitation d'un atome que se produit ce fameux photon, ce grain de lumière. Et c'est uniquement les atomes qui sont capables, tu vois, de produire de la lumière. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les atomes, ce sont finalement des usines à lumière. Donc la lumière que tu vois autour de toi, elle est toujours produite par ce phénomène, c'est-à-dire par des atomes qui sont dans un état de niveau d'énergie excité et qui vont se désexciter en libérant un grain de lumière. Maintenant, il y a un autre phénomène que l'on va étudier qui correspond au phénomène inverse en fait, c'est-à-dire à l'absorption d'un photon. C'est la situation inverse, c'est-à-dire que cette fois-là, on a un atome qui est dans un niveau d'énergie relativement bas, que j'ai appelé niveau 1 ici, et qui va rencontrer un photon. Et en fait, il va venir absorber ce photon, s'accaparer ce photon. En fait, le photon, tu peux voir ça comme un grain d'énergie, et l'atome qui est dans le niveau 1 va pouvoir absorber cette énergie et ainsi s'élever dans l'échelle d'énergie et passer au niveau 2. Et bien voilà, ça c'est ce qui se passe lorsqu'un atome absorbe de la lumière visible ou pas, hein, elle est visible si elle est entre 400 et 800 nanomètres, mais les photons, c'est dans toute la gamme des longueurs d'onde possibles. Par exemple, un exemple très simple que tu as déjà rencontré, c'est lorsque tu portes un t-shirt noir l'été, on va supposer qu'il y a pas mal de soleil, donc il y a des photons qui arrivent sur ton t-shirt noir, et les atomes qui constituent la matière de ton t-shirt vont venir absorber ces photons, et donc exciter les atomes. Et des atomes excités, ça se met en vibration, et tu sais que la température, c'est la vibration des atomes. Et donc ça va élever la température de ton t-shirt. Alors ça, c'est le phénomène assez commun. La lumière qui est absorbée par la matière, c'est-à-dire par les atomes de la matière, ça engendre une élévation de température. Mais ce n'est pas ce phénomène-là, qui est pourtant courant, qui va nous intéresser ici. On va parler en fait d'un autre phénomène qui peut se produire et qui est plus intéressant pour nous. C'est le cas où l'atome va absorber un photon, mais cette fois-ci, plutôt que d'élever sa température, il va produire de l'électricité. Il va produire en fait un courant électrique. Et ça, c'est ce qui se passe justement dans les panneaux solaires. Les atomes de ces panneaux solaires ont une propriété, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'absorber les photons du rayonnement solaire, et à ce moment-là, ça provoque un courant électrique. Donc il y a une transformation en fait de l'énergie lumineuse en énergie électrique, et ça se fait au niveau des atomes. Ces atomes sont un peu particuliers, on appelle ça des semi-conducteurs, et ils ont la propriété d'absorber des photons et dans le même temps de déclencher un courant électrique. Ça porte un nom, ça s'appelle l'effet photovoltaïque.
Quand tu regardes un panneau photovoltaïque, tu peux voir différents éléments qu'on appelle des cellules photovoltaïques. Donc sur un panneau photovoltaïque, il y a en fait une succession de cellules photovoltaïques. Elles fonctionnent toutes sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des couches d'atomes de silicium qui vont recevoir les photons contenus dans la lumière du soleil. Et à ce moment-là, nos atomes de silicium, eh bien, ils vont absorber ces photons. Et cette absorption va se faire avec la production d'un courant électrique. Alors, quand on regarde les choses dans le détail, eh bien, ce n'est pas tous les photons issus du rayonnement solaire qui sont absorbés. Et il faut qu'on regarde un petit peu quelles sont les longueurs d'onde des photons qui peuvent donner lieu à ce phénomène d'absorption et à cet effet photovoltaïque. Donc là, je te montre un document dans lequel tu vois un graphique. Alors, horizontalement, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc, je te rappelle qu'entre 400 et 800 nanomètres, ça, c'est ce qu'on appelle la lumière visible, avec le violet du côté des 400 et le rouge du côté du 800 nanomètres. Donc ça, c'est la lumière visible. Au passage, tu vois que notre graphique, là, il s'étend bien au-delà. À droite de la lumière visible, tu vas avoir ici ce qu'on appelle les infrarouges, ici. Infrarouges. Et puis, à gauche, il y a ce qu'on appelle les UV. Donc, on constate deux informations sur ce graphique. Déjà, sur l'axe vertical, tu as l'énergie en fait du rayonnement. Et sur la partie jaune-orangé, une première courbe, que je simplifie un petit peu là. Je te la repasse comme ça. Ça, c'est le spectre de la lumière émise par le soleil. Alors, qu'est-ce que tu peux constater? Déjà que la lumière émise par le soleil, ce n'est pas simplement de la lumière qui nous éclaire, de la lumière visible. Il y a, tu vois, une petite partie d'UV ici. Et puis, il y a une assez grande partie de lumière infrarouge qui nous est émise par le soleil. En dessous, là, dans les tons vert foncé, là, tu as ce qu'on appelle le spectre d'absorption du silicium. Ça veut dire que les atomes de silicium, eh bien, ils vont pouvoir absorber tous les photons dont la longueur d'onde est dans cet intervalle-là, c'est-à-dire entre, en gros, 400 et 1000 nanomètres. Donc ça, c'est intéressant parce que tu vois que dans cet intervalle 400-1000 nanomètres, eh bien, il y a beaucoup de photons qui valident le fait d'avoir une longueur d'onde entre 400 et 1000 nanomètres, des photons émis par le Soleil. Eh bien, là, la condition est validée. Le rayonnement solaire contient effectivement des photons entre 400 et 1000 nanomètres. Pas uniquement, mais il y en a en partie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la lumière solaire, les photons qui sont situés dans cet intervalle-là, 400 à 1000 nanomètres, eh bien, ils vont pouvoir être absorbés par les atomes de silicium et provoquer l'effet photovoltaïque. En revanche, les photons dans le domaine de l'infrarouge, eux, ne vont pas être absorbés par le panneau photovoltaïque. Et ça, c'est du rayonnement qui ne pourra être converti en électricité. Donc, en confrontant deux informations qui sont le spectre de la lumière émise par le Soleil, le spectre d'absorption des atomes de silicium, eh bien, on peut conclure que le silicium, c'est un bon candidat pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, puisque nos atomes de silicium sont capables d'absorber cette lumière émise par le Soleil, et en plus, comme ce sont des semi-conducteurs, eh bien, ils vont
pouvoir transformer ces photons absorbés en courant électrique.